Les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine ont pris un tournant décisif avec la révélation de l'une des armes les plus dangereuses au monde, apparemment développée par la Chine. Dans cette bataille pour la domination technologique, le geste audacieux de la Chine a provoqué des ondes de choc à travers le globe avec son nouveau système Phobes hypersonique, plaçant les États-Unis en état d'alerte maximale. Mais quelles sont les capacités de cette arme puissante? Et quel impact aura-t-elle sur la relation déjà fragile entre ces deux grandes puissances? Rejoignez-nous pour explorer les caractéristiques mortelles de l'UFO extrêmement dangereux de la Chine qui a pris les États-Unis par surprise. La concurrence croissante entre les États-Unis et la Chine s'est transformée en une nouvelle forme de rivalité, axée sur la technologie plutôt que sur le pouvoir traditionnel. Cette guerre froide technologique modifie les relations mondiales et remet en question la manière dont les pays coopèrent depuis des décennies. À mesure que la situation se complique, il devient essentiel de comprendre les différents aspects de ce conflit. Ce qui a commencé comme une course pour le leadership économique et technologique s'est maintenant transformé en une compétition stratégique. Les États-Unis, autrefois perçus comme leaders en technologie, font maintenant face à un défi majeur de la part de la Chine, qui a rapidement émergé comme un concurrent de taille. Récemment, la Chine a dévoilé une nouvelle arme que les États-Unis n'avaient pas anticipée, le système Phobes hypersonique. Le Phobes hypersonique de la Chine est une version avancée des missiles balistiques intercontinentaux, également appelés ICBM, avec des avantages significatifs en termes de portée, de vitesse et de capacité à semer l'inquiétude aux États-Unis. Une fois lancé, un Phobes entre en orbite basse terrestre, tournant autour de la Terre aussi longtemps que nécessaire avec sa destination en vue. Il quitte son orbite à une vitesse pouvant atteindre 27 fois la vitesse du son, soit environ 9 fois plus rapide que tout jet actuellement en service. Le Phobes fonctionne comme une navette spatiale, mais au lieu de transporter des astronautes, il transporte une ogive nucléaire. Il peut frapper n'importe quel endroit dans le monde, y compris les États-Unis, et atteint sa cible au moins 10 minutes plus rapidement qu'un missile balistique intercontinental classique. De ce fait, les États-Unis disposeraient de très peu de temps pour répondre après avoir détecté le missile. Même si les États-Unis avaient le temps de préparer leur défense, des rapports suggèrent que le Phobes peut éviter leur système de défense antimissile grâce à son planeur et à sa vitesse, le rendant trop rapide pour être détecté, arrêté ou détruit. En juillet et août 2021, la Chine a testé son nouveau système de missiles Phobes. Le test impliquait le lancement d'une fusée dans l'espace, qui a ensuite libéré un véhicule planant à très grande vitesse. Selon des rapports, l'ogive aurait manqué sa cible d'environ 38 km. La technologie Phobes, développée pour la première fois pendant la guerre froide, est moins courante aujourd'hui, car la plupart des armées avancées préfèrent les ICBM. Ces derniers peuvent transporter des ogives plus importantes et n'ont pas besoin de rétrofusées pour quitter leur orbite comme le Phobes. Le nombre exact d'ogives qu'un Phobes peut transporter reste inconnu, et il n'est pas clair pourquoi la Chine développe ce système au lieu d'améliorer ses ICBM. Cependant, ces tests ont déclenché des débats mondiaux sur la sécurité et le contrôle des armements. Les missiles Phobes ne sont pas nouveaux. L'Union soviétique a été la première à les tester dans les années 1960. Mais elle a abandonné cette idée car ces missiles avaient des charges utiles plus petites et étaient plus faciles à détecter. Aujourd'hui, la Chine a ressuscité ces missiles et les a améliorés grâce à une nouvelle technologie de véhicules planants hypersoniques. Ces véhicules, HGV, ont la capacité d'atteindre des vitesses de Mach 5 et de manœuvrer plus facilement que les missiles balistiques traditionnels, les rendant plus difficiles à prévoir et à intercepter. Malgré ces tests, l'équilibre technologique entre la Chine et les États-Unis reste similaire. La Chine dispose d'environ 450 ICBM comparés aux États-Unis, mais seulement 142 de ces ICBM chinois sont opérationnels. Même avec la nouvelle technologie, il est peu probable que la Chine dispose d'un avantage significatif. Les États-Unis améliorent leur système radar, ce qui pourrait réduire l'efficacité des véhicules planants hypersoniques. On pense également que ces tests
pourraient causer plus de problèmes à la Chine qu'ils n'apportent de bénéfices. Ils alimentent la méfiance et la peur des Américains, conduisant potentiellement à une opposition internationale plus forte contre l'expansion militaire de la Chine. La Chine a cependant affirmé que le test était une expérience de routine sur un vaisseau spatial, sans lien avec le développement de Phobos. Si toutefois les Phobos de la Chine étaient détectés, cela pourrait sérieusement réduire leur capacité à riposter contre des villes américaines, ce qui représenterait un revers important pour la Chine. Leurs actions montrent une détermination à élargir leur capacité nucléaire, bien qu'ils revendiquent une politique de non-usage en premier. On estime qu'ils disposeront d'environ 1000 armes nucléaires d'ici 2030, les plaçant au 3e rang derrière la Russie et les États-Unis. Les raisons de cette augmentation ne sont pas claires, mais elles montrent que les dirigeants chinois sont préoccupés par leur sécurité. L'accent mis par la Chine sur les Phobos souligne également les lacunes des accords actuels de contrôle des armements. Bien que le traité de l'espace extra-atmosphérique interdise les armes nucléaires dans l'espace, il ne couvre pas les armes conventionnelles. Cela crée des failles potentielles pouvant être exploitées. Les Phobos pourraient être utilisés pour distraire les défenses américaines, facilitant d'autres attaques. Même si la Chine n'a pas encore la capacité de rivaliser avec les États-Unis en termes de riposte nucléaire, toute perte de ville américaine serait catastrophique. Le GR-1 avait 3 étages, pesait 117 tonnes et mesurait 35,31 mètres de long. Il transportait une ogive nucléaire de 2,2 mégatonnes et utilisait un mélange de kérosène et d'oxygène liquide comme carburant. Simultanément, 2 autres projets de missiles de type Phobos étaient en développement. L'un d'eux était dirigé par l'ingénieur soviétique Vladimir Shelomey, qui proposa les modèles UR-200A et GR-2. Le modèle UR-200A, dérivé de son ICBM UR-200, fut choisi pour un développement ultérieur. Il utilisait des moteurs différents et des carburants liquides stables, comme le tétroxyde d'azote et l'UDMH. L'autre projet était conduit par le concepteur soviétique Mikhail Yangel, qui proposa le R-36. Approuvé en avril 1962, ce missile utilisait un design d'ICBM comme base. Il comportait 3 étages, un système de visée pour corriger sa trajectoire et une rétrofusée pour quitter l'orbite. L'ogive était logée dans le module OGCH, qui contrôlait également les manœuvres et la séparation de l'ogive du missile. Le R-36O mesurait 32,60 mètres de long, 3 mètres de diamètre et avait une masse totale de lancement de 180 tonnes. Il utilisait des propulseurs hypergoliques similaires à ceux de l'UR-200. La puissance explosive de l'ogive était estimée entre 5 et 20 mégatonnes selon des sources soviétiques, bien que les renseignements occidentaux suggèrent une puissance plus faible, entre 1 et 3,5 mégatonnes. En 1965, les responsables soviétiques durent choisir l'un des 3 projets Phobos pour continuer. Ils optèrent pour le R-36O de Yangel plutôt que pour les autres. Les raisons exactes de ce choix ne sont pas entièrement claires. Surtout, aucun missile n'avait encore été testé. Cependant, des problèmes liés aux autres designs influencèrent probablement cette décision. Le GR-1 de Korolev posait problème car il utilisait un type de carburant peu pratique pour un stockage à long terme dans des silos de missiles. La fusée du GR-1 avait également un historique d'échecs lors des tests, et son design était similaire à celui d'un autre projet de missile problématique. Ces facteurs poussèrent l'armée à chercher une meilleure option. Le GR-1 fut également critiqué par des analystes soviétiques pour sa capacité à contrer les systèmes de défense antimissiles des États-Unis et pour la lenteur de son processus de ravitaillement. Les retards dans la production du moteur du GR-1 contribuèrent à l'abandon du projet en janvier 1965. Le soutien au modèle UR-200A de Shelomey diminua après que Khrouchtchev, son principal défenseur, fut destitué en 1964. Les nouveaux dirigeants militaires préférèrent le R-36O de Yangel, ce qui entraîna l'arrêt du projet UR-200A en 1965. L'Union soviétique testa et utilisa le missile R-36O sur un site près de Baïkonour, au Kazakhstan. Une station d'essai et une installation d'assemblage furent construites pour le missile. En 1965,
2 plateformes d'essai furent adaptées pour les premiers vols du R-36O et 18 silos de lancement furent construits entre le milieu des années 1960 et 1971. Ces silos étaient espacés de 10 à 15 km pour éviter qu'une seule attaque ne détruise plusieurs silos. Initialement, les Soviétiques prévoyaient 19 lancements, mais en réalisèrent finalement 24 d'ici 1971. Les 4 premiers lancements furent effectués depuis une plateforme au sol, avec le missile se dirigeant vers la péninsule du Kamtchatka. Les essais ultérieurs impliquèrent des lancements depuis des silos en orbite, suivis du retour de la charge utile sur le territoire soviétique au-dessus de l'océan Pacifique. Plus de 2000 membres du personnel soviétique furent impliqués, avec 6 tests complètement ratés et d'autres ayant des succès variés. Avant les premiers lancements, les Soviétiques prétendirent tester un système d'atterrissage de véhicules spatial au-dessus du Pacifique. Le premier vol d'essai eut lieu le 16 décembre 1965, mais il manqua sa cible en raison d'un dysfonctionnement. Le deuxième test, le 5 février 1966, échoua à cause d'un problème de rétrofusée. Le troisième test, le 16 mars 1966, échoua en raison d'un problème de ravitaillement. Le quatrième test, le 20 mai 1966, eut un certain succès, mais la charge utile ne se sépara pas comme prévu. Les tests ultérieurs depuis des silos rencontrèrent des problèmes, y compris la destruction intentionnelle d'un missile en raison d'une défaillance moteur. Un test échoué causa des débris tombant sur le Midwest des États-Unis. En 1967, les Soviétiques menèrent 10 autres tests, dont 9 montrèrent un certain succès. Ils utilisèrent des déclarations publiques sur des lancements de satellites pour couvrir leurs tests du R-36O. Le 19 novembre 1968, le R-36O fut déclaré opérationnel et déployé en groupe de 6. En 1971, tous les 18 silos au Kazakhstan étaient en service. Les renseignements de l'OTAN pensaient que le R-36O visait la base aérienne américaine de Grand Forks, où un système ABM était prévu. Le missile ne fut équipé d'une ogive nucléaire qu'en 1972. Dans les années 1960, le traité de l'espace empêchait à la fois les États-Unis et l'Union soviétique de placer des armes nucléaires en orbite. Mais ce n'était pas la seule raison pour laquelle les FOBS soviétiques restèrent au sol. Les États-Unis avaient cessé de se concentrer sur les défenses contre les armes nucléaires, rendant les FOBS moins pertinents, puisque les ICBM soviétiques pouvaient encore causer des dégâts significatifs. Aujourd'hui, avec le traité de l'espace désormais obsolète, rien n'empêche les grandes nations de placer des armes nucléaires en orbite, comme l'a démontré la Chine. Selon le Financial Times, la Chine a testé son arme hypersonique de bombardement orbital en août. La Chine affirme qu'il s'agissait simplement d'un test de planeur spatial, mais étant donné son récent développement d'armes, cette explication semble peu probable. La grande question est: pourquoi la Chine a-t-elle développé cette arme puissante si rapidement, plus vite que les États-Unis? La réponse est similaire à celle qui poussa Moscou à développer ses armes, il y a plus de 50 ans, contourner les défenses antimissiles des États-Unis. Cela a du sens, car un FOBS est l'une des rares armes contre lesquelles les États-Unis n'ont pas encore de défense complète. Le FOBS pourrait garder la localisation de la cible cachée jusqu'au dernier moment, ne la révélant que lorsque la charge utile était libérée. Cette capacité lui donne un avantage face au système de défense. Il a également l'avantage d'atteindre sa cible environ quelques minutes plus vite qu'un ICBM. Les Soviétiques pensaient que le FOBS pourrait vaincre les systèmes de défense antimissiles américains, soit en neutralisant les défenses contre les ICBM, soit en servant d'armes autonomes puissantes. Les responsables américains ont plus tard suggéré qu'ils pourraient développer des contre-mesures, ce qui indique que le FOBS était effectivement efficace contre les défenses de son époque. Mais peut-être pas pour longtemps. Car si les États-Unis sont connus pour avoir la meilleure réponse face aux menaces, comment les États-Unis vont-ils répondre? Les États-Unis doivent trouver un moyen de faire croire à la Chine en la dissuasion nucléaire et de les pousser à abandonner leurs FOBS. Essayer de demander gentiment ne ferait que risquer de leur donner quelque chose de risible.
Les États-Unis doivent prouver qu'ils peuvent gérer les phobes chinois ou infliger des dommages similaires à la Chine avec des armes de science-fiction de leur propre fabrication. Marco Longbrock, un expert en espace, suggère que les États-Unis devraient étendre leur défense antimissiles balistiques et ajouter des missiles anti-satellites. Certains pensent que ce n'est peut-être pas la meilleure idée, car la construction d'un bouclier de défense pourrait diminuer le moral des Américains ordinaires qui se sentiraient vulnérables. Des comparaisons sont déjà faites avec la crise du Spoutnik dans les années 1950, lorsque les Américains craignaient que les Soviétiques lancent le premier satellite artificiel, Spoutnik 1. Les États-Unis ont deux options principales, soit amener les pays voisins à construire leur propre système de défense antimissiles, soit créer plus de défense à l'intérieur des États-Unis. La première option semble logique, mais est coûteuse et implique de dépenser de l'argent pour des systèmes de défense en dehors des frontières américaines. Par exemple, le système de défense de mi-parcours terrestre en Alaska a coûté environ 70 milliards de dollars et un site proposé à New York était estimé à 3,6 milliards de dollars pour seulement 5 ans et ne pouvait gérer que 5 missiles ennemis. La Chine complique les défenses spatiales en testant des attaques orbitales et non orbitales. La Space Force est déterminée à suivre le rythme de la Chine, en dépensant beaucoup pour y parvenir. La Chine a également testé un satellite capable de désactiver les satellites américains, ce que la Space Force trouve inquiétant. En 2013, la Chine lança un satellite appelé Xi'an, qui possédait de grands bras de grappin pour capturer d'autres satellites. La Chine a affirmé que c'était pour la recherche, mais il est inhabituel de rechercher des armes avant de les développer. La Russie a également été active. Ils ont lancé 3 satellites capables d'attaquer. Le premier, appelé Kamikaze, a été lancé en 2014 et pouvait se déplacer à grande vitesse. Un satellite ultérieur, lancé en 2017, pouvait tirer des projectiles. Le troisième satellite, la Nesting Doll, combinait ses capacités, le rendant semblable à un jet de chasse dans l'espace. Toute cette armurerie spatiale a attiré l'attention des États-Unis. La Space Force des États-Unis a été créée la même année où la Russie lança son satellite de chasse. La Space Force et d'autres parties de l'armée américaine, y compris l'Air Force, et des entreprises comme Lockheed Martin, Boeing et Northrop Grumman, travaillent sur des technologies avancées telles que des lasers puissants pour détruire des satellites et des missiles. La marine et l'armée des États-Unis ont récemment testé un missile hypersonique au Pacific Missile Range à Hawaï. Ce test a permis de collecter des données importantes sur le fonctionnement du missile de A à Z pour les programmes Conventional Prompt Strike et Long Range Hypersonic Weapon. Lors du test, le missile a été lancé, créant une grande boule de feu et des nuages de fumée. Le vice-amiral Johnny R. Wolfe Jr., responsable des programmes de systèmes stratégiques de la marine, a qualifié ce test d'étape importante dans le développement de missiles hypersoniques pour le pays. Le lieutenant-général Robert Rash Jr. de l'armée a également ajouté qu'avec cette nouvelle technologie, l'armée resterait en avance sur toutes les menaces potentielles. En plus de cette nouvelle technologie récemment testée, Lockheed Martin et Coaspire ont également présenté le nouveau missile hypersonique Mako Multimission lors de l'événement Sea Air Space 2024. Rick Loy, un directeur de programme chez Lockheed Martin, a expliqué que le missile était conçu pour la marine des États-Unis. C'est un système rapide, abordable et hautement capable de cibler plusieurs menaces avec une seule arme. Le Mako, du nom du requin le plus rapide, a été présenté pour la première fois depuis que son développement a commencé il y a 7 ans. Une démonstration à l'événement montrait un F-35A lançant rapidement 6 missiles, Mako, depuis des montages internes et externes. Bien que le Mako soit polyvalent, il n'a pas été créé pour le programme Hypersonic Air Launched Offensive Anti-Surface de la marine. Au lieu de cela, c'était la première tentative de Lockheed Martin pour le programme Stand-in Attack Weapon de l'Air Force des États-Unis, conçu pour frapper les missiles ennemis et les systèmes de défense aérienne. Northrop Grumman a finalement remporté le contrat CAW, mais le Mako reste une option avancée pour les missions futures. Bien que le missile Mako ait été révélé, Rick Loy de Lockheed Martin
n'a pas pu partager beaucoup de détails avec Naval News. Il a seulement révélé que le missile utilise plusieurs méthodes de guidage et dispose de packages électroniques, sans donner plus de détails. Cependant, il a confirmé que le Mako peut atteindre au moins Mach 5. Le modèle montré lors de l'événement était le même que celui utilisé pour les tests de compatibilité sur différents avions. Selon Loy, le Mako a été vérifié pour sa compatibilité avec plusieurs chasseurs et avions de patrouille maritime, et il peut être monté sur n'importe quel avion avec des ergots de 30 pouces, comme ceux utilisant le rack éjecteur BRU-32. Ce missile hypersonique a été testé sur des avions avancés, comme le F-35, F-22, F-16, F-15, F-18 et le P-8 de la Navy. Loy a également dit qu'il pouvait être chargé dans un F-35, avec un missile dans chaque baie. Le missile peut également être lancé depuis des avions sur des porte-avions, et il y a un potentiel pour qu'il soit lancé depuis des navires, des plateformes terrestres ou même des sous-marins. Ainsi, le Phobos chinois pourrait ne pas être aussi invincible après tout, car, en plus de l'investissement des États-Unis dans la création de missiles hypersoniques, ce pays a également fait une déclaration dans d'autres départements, étant donné qu'il possède la force aérienne la plus puissante du monde et les porte-avions les plus grands de l'histoire. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!